on est entraîné dans une course un peu paradoxale où, effectivement, les pouvoirs raffinent leurs modalités de surveillance, je dirais de police préventive, et en même temps, les manifestations de colère, de révolte, celles bien sûr de cet été et autres, surprennent toujours lorsqu'elles éclatent. Moi, ce que je déplore, c'est que dans les représentations médiatiques, même pas seulement cinématographiques, médiatiques et culturelles, nous, personnages racisés, on est souvent des personnages de tragédie, c'est-à-dire que effectivement, on est valorisé, même érotisé. Je vais jusque-là, dans notre impuissance totale, dans notre incapacité à agir, dans le fait comme ça, on est des bouchons qui sont portés sur les flux de la société, tout comme ça, et d'ailleurs, ça a une fonction. Quand même, ça a une fonction esthétique. Ça permet au public de se connecter à cette angoisse existentielle qu'on vit tous en des temps de dégradation politique, de dérèglement climatique et tout. J'identifie 5 branches dans ce que j'appelle la police de l'espace public, c'est-à-dire toutes ces techniques de pouvoir par lesquelles l'État parvient à contrôler l'espace public médiatique et en faire l'instrument en fait de son pouvoir. Ces techniques, ce sont la surveillance des communications, évidemment, la censure, les stratégies de propagande et donc de mise en scène et de représentation du pouvoir, le secret d'État par lequel le pouvoir s'abrite du regard de la population et de ses critiques, et enfin la centralisation de l'économie politique des médias, c'est-à-dire avoir le moins possible d'intermédiaires techniques, on dirait aujourd'hui, en gros de gens qui possèdent les moyens de production et de circulation de l'information. Pourquoi on va contrôler un véhicule? On va contrôler un véhicule parce que, par exemple, il est en mauvais état, parce qu'on a l'impression que le contrôle technique n'est pas à jour, parce que c'est une vieille voiture et on se dit, bon voilà. Et du coup, et pareil, qui on va contrôler? Qui on contrôle vraiment? La plupart, c'est les jeunes racisés. La plupart du temps, si on est une personne qui est jeune racisée, je crois qu'une étude, c'est 7 fois plus de chances d'être contrôlée. Je crois que c'est ça. Et ça ne m'étonne pas, parce que moi, dans mon métier, quand on fait un contrôle police route et pas mal de collègues, quand ils regardent et qu'ils arrêtent un véhicule, c'était qui à l'intérieur de ce véhicule? C'était des jeunes racisés. Et du coup, à contrôler, forcément, si on contrôle plus ces gens-là, on a plus de chances de trouver des choses à leur reprocher. C'est tout à fait logique. Et du coup, ça renforce, notre pratique policière renforce les préjugés racistes. Du coup, l'institution est en elle-même raciste. C'est une part due à la société et c'est une grande part aussi due à nos pratiques. La mère de toutes les batailles, c'est le combat contre ce qu'ils appellent le grand remplacement, contre l'immigration, au sens large, et contre les Arabes, les Noirs. Et derrière, ça matrice tout un projet de société global, et c'est ce qu'a théorisé Dominique Vénère, notamment, avant Camus. Et donc, ils sont toujours antisémites, ils sont toujours racistes, mais ils ont quand même changé. Et puis là, ils se disent qu'ils peuvent gagner. Donc après, en plus, ils changent de stratégie. On va arrêter de dire les violences faites aux femmes, tout ça. On va dire les violences masculines. On va désigner les coupables. Et une fois qu'on a saisi le problème et qu'on comprend vraiment d'où ça vient, et que ça vient du fait que la vie des hommes et des femmes n'a pas la même valeur, une fois qu'on a compris ça, peut-être qu'on peut s'attaquer un peu au fond du problème. Sarkozy, quand il va sur France 5, c'est à vous pour son livre. Comment ça se passe avant l'émission? Le red chef de l'émission déjeune avec la chef cap de Sarkozy. On parle de quoi? C'est quoi les questions? La Russie, une seule question. Les affaires, une seule question. Sinon, on parle du livre. Il y a un deal qui se fait. Et il se pointe en plateau télé, sur les rails. Il sait qu'il y a une question Russie, il sait qu'il y a une question sur les affaires, pas plus. Par contre, il y a une légitimité politique qui est celle de la construction d'une nation et d'un partage de territoire, un partage par la force, un partage imposé, mais qui a fini par sédimenter et qui donne à Israël les attributs d'un État qui s'est construit par la violence, comme la plupart des États dans le monde. Hein. Bien sûr, oui. Je rappelle cette belle phrase du philosophe Éric Veil, les États sont issus de la violence des rassembleurs de terre. Eh bien, on peut ces rassembleurs de terre qui ont été les prototypes, les proto-États puis les États, ils sont un peu partout dans le monde et Israël, à ce point de vue-là, ne fait pas exception. Manifestement, on n'est pas chez les cons. Je le dis et je le redis, si j'avais su quel était le sort qui nous était réservé, je pense pas que j'aurais laissé partir mes 3 filles qui ont entre 15 et 18 ans, risquer de se faire tuer. Et jour après jour, il y a toujours un appel d'un avocat ou qu'est-ce qui se passe.
Et en fait, du coup, je ne sors pas en fait de cette situation où moi, je pense toujours à cette perte de main. Et c'est ça, en fait. Moi, j'ai envie de passer du coq à l'âne et de me dire, bah, pas que je suis né avec, mais comme si que ma vie a continué, mais sans me soucier du futur, quoi. C'est-à-dire d'aller jusqu'à l'enquête ou à l'enquête ou au tribunal. Il va me dire, allez, non, c'est bon, quoi. Vous avez quand même, vous êtes reconnu coupable, vous avez voulu viser un policier alors que pas du tout. Enfin, c'est des choses que je sais que dorénavant, ça risque d'arriver au tribunal, quoi. Et donc c'est pour ça que moi je continue pas. L'extrême droite parle de grand remplacement. C'est une théorie xénophobe, raciste, qui conduit aux pires atrocités à travers le monde. Il y a un grand remplacement qui est à l'œuvre. C'est le grand remplacement néolibéral. C'est non pas un remplacement d'une population par une autre. Quelle vision rabougrie et triste de la société. C'est le grand remplacement des centres, des petits commerces de proximité par les entrepôts Amazon. Le grand remplacement de l'humain derrière des guichets par des privatisations des machines froides et impersonnelles. Je pourrais vous parler ce matin de comment j'ai galéré avec l'appli SNCF pour venir. On a remplacé les guichetiers dans les gares par des machines qui ne fonctionnent pas. C'est le grand remplacement de l'école républicaine de l'égalité par une vision autoritariste, élitiste, discriminante de l'école. C'est l'ère Blanquer-Attal. C'est le grand remplacement de la devise républicaine liberté, égalité, fraternité par les discriminations, les contrôles aux faciès, la haine de l'autre, etc., etc. C'est ça le bilan de décennies de néolibéralisme. Et c'est de ça que se nourrit l'extrême droite nationaliste. Et donc, voilà ce qui est un peu le défi. Le récit qui s'est immédiatement mis en place est celui de la restauration de l'ordre par la police. Et s'il est une institution qui ressort indemne de toute critique de l'été 2023, c'est la police. Une accusation de viol, c'est pas le privé ? C'est ça, c'est ça la question, ça n'a rien à voir. Y a pas le privé et le public n'est pas mis au bon endroit quand on dit ça. C'est-à-dire qu'une accusation de viol, c'est une accusation d'un crime passible des assises. Le confinement a été une occasion pour les conjoints violents de resserrer leur emprise sur leur conjointe. Parce que en temps ordinaire déjà, il en est non, faut pas sortir. Mais là, effectivement, fallait pas sortir du tout. Profiter, là aussi, de profiter du caractère légal, officiel de la règle. C'est-à-dire, on te dit que là, c'est pas moi qui te le dis. D'habitude, c'est moi qui te dis, tu sors pas. Là, c'est pas moi qui te le dis, c'est le gouvernement, c'est l'État. Donc, je te boucle à l'intérieur. Ah bah sinon, merci. On n'a jamais, au grand jamais, fait lancer d'appel pour intimider ou pour s'en prendre aux fermes, aux individus, aux familles. Ça, c'est les pratiques de la FNSEA. Ça, c'est la pratique de la coordination rurale. C'est dans nos habitats, c'est à nos domiciles qu'il y a des pressions qui sont mises. C'est chez Patrick Picot, l'ancien président de Nature Environnement 17, qui a 50 tracteurs qui déversent des tombereaux de fumier devant sa maison et qui caillassent sa baraque au vu et au su des forces de l'ordre, où là, c'est de l'intimidation. C'est chez mon neveu, qui a 2 bonhommes qui viennent nuitamment le tabasser à son retour du jogging et qui quasiment lui pissant dessus en lui disant bah, il est malin l'anti-bassine. C'est vrai que là pour le second film j'avais envie en tout cas de mettre en avant un personnage féminin, noir, musulmane, voilé. C'est des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma. Et c'était aussi une façon de rendre hommage à toutes ces femmes qui se battent. Parce que voilà, pour connaître très bien ces quartiers, on sait très bien que les femmes ont un rôle super important, qu'elles militent, qu'elles se battent, qu'elles gèrent les assauts, qu'elles gèrent les problèmes de toute la famille, qu'elles gèrent les problèmes quand les mecs font des conneries. C'est toujours elles qui sont derrière. C'est elles qui gèrent les avocats, c'est elles qui gèrent les parloirs. Je veux dire, elle a un rôle tellement important, mais malheureusement, on n'entend jamais parler d'elles. Ou on a tendance à parler à leur place. Donc à un moment donné, ça devenait un peu relou. Et j'avais envie de les mettre en avant et expliquer que voilà, c'est ça leur rôle à toutes ces femmes qui se battent et c'est important de parler d'elles. L'un des secrets les mieux gardés de la police, c'est que la police n'a aucun impact sur la délinquance. Au sens où, en réalité, c'est la société elle-même qui produit telle ou telle forme de délinquance et qui la contrôle. Une anecdote qui est assez cocasse, c'est qu'au moment des Gilets jaunes, Castaner et Macron s'étaient infiltrés anonymement dans des boucles Telegram ou d'autres réseaux de Gilets jaunes avec des pseudos, évidemment. On était en veille sanitaire à La Chapelle, comme on l'est tous les lundis après-midi. Donc c'est notre dispositif où il y a les médecins, le camion dont je parle à chaque fois.
Et on a un exilé qui vient nous voir, il a l'air hagard, il est complètement hébété. Et en fait, il sortait du commissariat, il venait de passer la nuit au poste, lui aussi. Et en fait, la veille, il était avec des amis sur les marches de Montmartre, devant le Sacré-Cœur. Ils se font contrôler par la police, qui leur demande de partir. Il leur dit « mais attendez, on n'a rien fait, etc. On a le droit d'être là ». Et là, la police lui dit « oh monsieur, vous êtes violent, oh vous résistez, vous résistez ». Et donc il l'arrête, il le menotte. Et en fait, il va passer une nuit de tabassage au commissariat. Il y a une vraie dérive autoritaire des démocraties dites libérales. Et à la fin, il y a une hybridation. Il y a des pratiques qui sont devenues tolérées dans les démocraties libérales qui, normalement, devraient être l'apanage de ce qu'on appelle des dictatures ou des régimes autoritaires. C'est ça qui se passe sous nos yeux. Puis il va aller voir sa banque, il va demander un prêt pour lancer un média, qui va dire non. Et donc il va dire en fait, je vais refaire ma cuisine, et il demande un crédit à la consommation. Et ils lui disent oui pour la même somme pour faire une cuisine, plutôt que pour faire un média. Ça dit beaucoup de notre société quand même, où il est plus facile d'emprunter 5 ou 10 000 balles pour refaire une cuisine, que d'emprunter 5 ou 10 000 balles pour lancer un média. Ce qu'on trouve extrêmement problématique dans la situation actuelle, c'est qu'on puisse faire, parce que Thomas y faisait référence tout à l'heure, passer une réforme comme la réforme des retraites contre 75% de la population. Et la seule raison pour laquelle c'est possible aujourd'hui, c'est parce qu'on a cette division finalement des classes populaires en deux. Ce qui permet à un bloc extrêmement étroit de se maintenir au pouvoir. Alors que si on revenait vers une situation plus de bipartition gauche-droite, bah, ça permet de mieux opposer, on va dire, les plus modestes aux plus favorisés, d'avoir une alternance entre les deux, d'aller davantage quand même dans le sens du progrès social. Le contrôle pendant des services de renseignement est quasiment inexistant en France. Il y a une délégation parlementaire de renseignement qui de temps en temps fait un petit travail de supervision, mais ils ne vont pas dans le détail. Ce dont je parlais sur la commission qui est chargée de filtrer les demandes d'écoute et de toutes les techniques de renseignement, elle avalise 98% des demandes. Elle n'a pas les moyens. Son président me dit d'ailleurs ouvertement que sur tous les traitements des données de collection, c'est les milliards de données, hein, c'est vraiment big data. Eh bien, ces données qui sont traitées par la DGSI autant que par la DGSE, les services extérieurs et les services intérieurs, eh bien, elle n'y a pas accès de manière immédiate et directe. Donc en gros, ils me disent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans notre dos. Ça veut dire que les autorités de contrôle me disent elles-mêmes qu'elles n'ont pas les moyens de contrôler sérieusement les services de renseignement. Regardez le mouvement des Gilets jaunes. D'une certaine manière, c'était un mouvement, je dirais, imprévisible, et c'est un des plus gigantesques échecs des renseignements généraux depuis des décennies, ce mouvement des Gilets jaunes. Et en même temps, il suffisait d'être sur Facebook, c'est-à-dire on vit dans une société de totale transparence sur les intentions des uns et des autres. Et pourtant, le pouvoir n'a pas réagi. Vous voulez pas qu'on arrête cette émission pensant le bonsoir? Moi je suis bien. Vous êtes bien. Bon, ok. Alors moi, vous savez quoi? Je vais me faire un café. Qui reveut un café? Parce que moi, j'en peux plus là. Tu veux un café? C'est celle-là ta tasse? Allez-y, je vous laisse le micro. Le mien.